Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du cabinet Howard, votre rendez-vous avec les réalités du droit du travail, racontées à travers des affaires concrètes et des témoignages engagés. Aujourd'hui, nous abordons une situation que vivent des milliers de salariés du secteur informatique, souvent dans l'ombre, l'intercontrat en SS2I. Alors, placés chez des clients en mission, puis mis en attente entre deux contrats, ces salariés se retrouvent parfois licenciés sans véritable motif, pour comprendre les enjeux juridiques et humains de ces intercontrats, et savoir comment s'en prémunir, comment réagir, à quoi être attentif. Nous recevons Marlon Zard, avocat spécialisé dans la défense des salariés et habitué à traiter ce type de dossier. En réalité, Marian, ce que je vais t'expliquer, c'est pas ce que fait un salarié en intercontrat et les dangers de l'intercontrat, c'est plus le quotidien d'un salarié en SS2I. Une SS2I, c'est une société dans le milieu de l'informatique qui va embaucher des salariés et qui va placer ces salariés pour faire des missions chez des clients de l'SS2I. Par exemple, on va embaucher un développeur informatique et une grosse société va prendre contact avec la société SS2I et lui demander si elle a des salariés à mettre à sa disposition. Et la société en SS2I va mettre ses salariés à disposition de son client, moyennant bien évidemment rémunération. Donc le salarié n'est jamais salarié de la société cliente, il est salarié de la SS2I. Ce qui se passe, c'est quand les missions se terminent, le salarié se retrouve en intercontrat, puisque ce qui justifie le fait que le salarié soit salarié de la SS2I, c'est qu'il y a toujours une rémunération qui tombe. Donc concrètement, quand le salarié n'est plus chez le client, il doit continuer à être payé par la société SS2I. Et en effet, quand je vais vous expliquer le cas qui a été le mien, vous allez comprendre pourquoi ça pose problème parfois au SS2I d'avoir un salarié qui continue à payer pendant des missions d'intercontrat et pourquoi il y a beaucoup de licenciements qui se multiplient dans ces cas d'espèce. D'accord, alors on va un petit peu préciser la situation de l'intercontrat pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Quelles sont les obligations de l'employeur pendant un intercontrat? Et est-ce que pour l'employé, c'est quoi? C'est une sorte de vacances? Alors, c'est pas du tout une sorte de vacances. En réalité, le salarié est employé par la société SS2I. Les deux obligations principales au titre du contrat de travail, c'est de payer un salaire, de donner du travail. Donc en fait, le salarié qui est en intercontrat, pendant sa période d'intercontrat, il doit continuer à être payé, obligation principale au titre du contrat de travail, et il doit aussi, la société doit trouver des missions à donner à son employé. Donc, contacter des clients pour leur demander, pour trouver des missions pour le salarié, pour son salarié. Donc, la SS2I, ce qu'elle fait souvent pendant les périodes d'intercontrat, c'est qu'elle s'occupe de former le salarié, puisque l'employeur a aussi une obligation de formation à l'égard de son salarié. Et donc, il forme le salarié et où elle va lui demander de développer des choses au sein du siège social de la société pour que le salarié ne reste pas inactif puisque elle a aussi l'obligation principale de donner du travail et de payer un salaire. Donc voilà le quotidien du salarié intercontrat. Donc deux possibilités, soit il reste chez lui, il paye son salaire, soit il est formé, soit il développe des choses pour la SS2I, mais on ne paye pas en réalité un salarié à rien faire. D'accord, mais c'est une situation où il y a pas mal d'abus. Alors quelles sont les pratiques abusives? Tu avais un exemple spécifique, dont tu voulais nous parler. Je te laisse, Oui, commencer. alors c'est un cas d'espèce qui est donc c'est un exemple, mais c'est un exemple qui s'est réédité au sein du cabinet des dizaines et des dizaines de fois. Et très souvent, nous avons eu gain de cause. Qu'est-ce qui se passe? Le salarié est embauché par la société par la société SS2I et le salarié réalise sa première mission chez le client. Ça se passe bien, sauf que le salarié, ses interlocuteurs, c'est la société cliente, mais aussi la SS2I. Donc, la société cliente lui donne du travail et la SS2I doit contrôler que tout se passe bien,
a l'obligation de santé-sécurité à l'égard de son salarié, etc. Donc, le salarié a deux interlocuteurs. Dans mon cas d'espèce, le salarié était placé au sein d'une grosse société cliente et se plaignait de harcèlement moral à son égard. Il estimait qu'il avait une surcharge de travail, il estimait qu'il y avait énormément de démissions au sein du département duquel il était placé, et en réalité, il s'est plaint d'abord à la société cliente, puis à la SS2I. La SS2I a cette obligation de moyens renforcés, l'obligation de santé-sécurité qui est une obligation de moyens renforcés. Et la société, la SS2I doit donc agir pour protéger son salarié. Ce qu'elle n'a en réalité pas fait dans le cas d'espèce. Donc mon salarié s'est plaint de ses conditions de travail et la SS2I, pour préserver sa relation client, sa bonne relation avec son client et ne pas perdre un gros client, a décidé de ne pas agir pour protéger son salarié. Ça, c'est le premier point. Par contre, ce qu'a fait la société, c'est qu'elle a interrompu, au bout de 2 mois après les alertes, elle n'a rien fait pendant ces 2 mois, puis ensuite, au bout de 2 mois, elle a interrompu le contrat de travail, pas le contrat de travail, excusez-moi, elle a interrompu la, La la, mission. la relation de travail entre son salarié et son client. Donc, mon salarié s'est retrouvé en intercontrat. Mon salarié s'est retrouvé en intercontrat et on ne lui a pas proposé de mission. Ou alors, on a fait en sorte, quand on lui proposait des missions, de proposer des missions qui étaient totalement en dehors de son scope de compétences. Vous savez, c'est très spécifique. Par exemple, on peut être développeur sur certains programmes informatiques et pas du tout gérer d'autres programmes. Et en fait, si on vous donne une mission pour développer cet autre programme, vous n'allez pas être compétent. Et donc concrètement, on a mis mon client en situation de soit devoir refuser la mission, soit d'être dans l'incapacité de réaliser la mission, de réaliser les entretiens d'embauche. Donc en réalité, mon client allait à l'entretien, on lui disait bah, il faut développer ce programme-là, et lui disait je veux bien, mais vous avez vu mon CV, je ne suis pas compétent pour cela. Et la société, au bout de 2-3 mois où soit elle lui proposait rien, soit lui proposait des missions ridicules, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a convoqué mon client à un entretien préalable de licenciement et qu'elle a licencié pour faute grave. Alors, ce licenciement, bien évidemment, vous allez voir pourquoi, mais il a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le Conseil de prud'homme. Pour plusieurs éléments qui sont très intéressants. Déjà, la faute grave. Il faut savoir, Marian, que la faute grave, c'est une faute qui nécessite qu'on se sépare du salarié du jour au lendemain. Okay, là, ça faisait 2 mois que le salarié était en intercontrat, qu'il était payé par la société, qu'il allait aux entretiens d'embauche, mais qu'on lui donnait des clients, des entretiens avec des clients et qu'il n'était pas compétent pour réaliser ses missions. Il avait toutes les preuves qu'il n'était pas compétent. Il avait son CV, tout simplement. Et une des raisons de cette faute grave, donc, c'était le refus de mission, qui en réalité, il n'avait jamais refusé. C'est juste qu'il était incompétent pour réaliser ses missions. Donc la première cause de la faute grave n'était pas acceptable. La deuxième cause de la faute grave, et là c'était énorme en réalité, c'est que mon client a posé des congés payés, 2 semaines de congés payés, pour justement ne pas porter préjudice à sa société. Il s'est dit que pendant cette période d'intercontrat où il n'avait pas de mission, il allait poser ses congés payés. Donc il pose ses congés payés. Un jour après, il est en intercontrat. La société lui a dit, comme tu n'es pas revenu sur le siège social de la société, de la SS2I, eh ben, tu étais en absence injustifiée, donc deuxième cause de licenciement, je te licencie pour absence injustifiée. Et en réalité, donc, la chronologie, c'est la suivante. 2 semaines de congés payés, il revient de congés payés. Pendant un jour, il n'est pas sur place sur le siège social, alors même qu'il est en intercontrat et qu'il n'avait pas de mission à faire sur le siège social de la société. Et le lendemain, convocation, entretien préalable de licenciement. Bien évidemment, la force, moi, quand j'ai un dossier de faute grave, c'est que c'est à la partie adverse de rapporter la preuve de la faute grave. Donc, moi, quand je saisis le Conseil de prud'homme, je n'ai pas à dire il n'était pas compétent, je n'ai pas à dire il était en absence justifiée. C'est à la partie adverse de m'apporter la preuve que ce salarié, il n'était pas compétent, enfin que ce salarié a refusé l'émission, que ce salarié était en absence injustifiée. La charge de la preuve appartient à l'adversaire.
ils n'ont bien évidemment pas pu démontrer la preuve. Mais j'ai un point aussi essentiel. Et ce point a fait que quand le salarié est venu, même sans regarder les causes du licenciement, je savais que j'allais gagner le dossier. C'est qu'en réalité, il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement. Donc, je vous ai dit, 2 semaines après ses congés et 2 semaines et 1 jour après son retour de congé. Il est convoqué à son entretien préalable de licenciement. Il reçoit sa lettre de licenciement, mais avant de recevoir sa lettre de licenciement, il apprenait qu'il était licencié. Il voit son bulletin de paie du mois et il voit sur son bulletin de paie une petite ligne où il y a marqué « Absence entrée-sortie » du salarié. Et donc, il a appris par son bulletin de salaire, avant même de recevoir la lettre de licenciement, ce salarié a appris qu'il était licencié grâce à son bulletin de salaire. Et c'est ce qu'on appelle un licenciement oral. Un licenciement oral, la jurisprudence estime que c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. À partir du moment où vous apprenez que vous êtes licencié avant de recevoir la lettre de licenciement, le licenciement est de fait sans cause réelle et sérieuse. Donc bien évidemment, dans ce dossier, j'ai tout gagné. Ce dossier est actuellement en appel. C'est évident qu'il va être confirmé parce que je ne vois aucun aléa dans ce dossier. Et que les magistrats de la cour d'appel, c'est des magistrats professionnels, des personnes qui ont fait l'école de la magistrature, qui vont appliquer la loi, qui vont appliquer la jurisprudence. Donc, si j'ai gagné au prud'homme, ce jugement va très possiblement, très probablement, excusez-moi, être confirmé devant la cour d'appel de Paris. Alors, tu me parles d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Qu'est-ce que ça change pour lui en termes, j'imagine que ça change des choses en termes de bénéfices, enfin de ce qui va lui être versé autour de sa rémunération. Qu'est-ce que ça change pour lui? En réalité, c'est la base des prud'hommes. Quand tu attaques ton employeur pour demander des dommages et intérêts, quand tu attaques ton employeur pour contester un licenciement, tu demandes à ce que ton licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En réalité, dans le droit, tout licenciement doit avoir une cause réelle, une cause sérieuse. Donc, il faut que la partie adverse puisse apporter la réalité de la cause et le sérieux de la cause. Donc, si on licencie quelqu'un pour faute grave, il faut dire, par exemple, dans le cas d'espèce, est-ce que la cause est réelle? Donc, dans mon cas d'espèce, est-ce que mon client, il était vraiment en absence injustifiée? Est-ce que mon client a vraiment refusé l'émission? Donc, réalité de la cause. Et ensuite, sérieux de la cause. Est-ce que s'il est en absence injustifiée, ça justifie un licenciement pour faute grave? Est-ce que s'il a refusé d'émission, ça justifie un licenciement pour faute grave? Donc, en fait, il faut que ces deux cas soient remplis. Si c'est coché, le licenciement il est causé et le salarié n'a pas le droit à des dommages et intérêts. Si par contre, ce n'est pas coché, le salarié a droit à des dommages et intérêts, et ces dommages et intérêts, c'est des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'accord, donc ça change l'échelle sur laquelle il va être indemnisé. Hem, j'ai l'impression que certaines SS2I, comme celle de ton exemple, ont la tendance à essayer de piéger leurs salariés à la manière dont tu l'as pointé là. Est-ce que tu vois beaucoup ça, des SS2I qui organisent volontairement un climat de pression pour pousser le salarié à démissionner, pour le pousser à la faute, ou qui clairement créent de toutes pièces un dossier contre leurs salariés? En fait, je le vois extrêmement souvent. Je le vois extrêmement souvent parce que en réalité, avec les SS2I, on est à la limite de ce qu'on appelle du prêt de main-d'œuvre illicite et du travail dissimulé. Normalement, une entreprise ne peut pas placer un salarié chez un client et, récupérer une rémunération pour cela. La seule raison pour laquelle c'est permis pour les SS2I, c'est justement que le salarié reste salarié de la SS2I, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle, que la SS2I garde son obligation de formation, que la SS2I garde son obligation de santé-sécurité, que la SS2I continue à lui payer son salaire pendant sa période d'intercontrat. Sauf que les SS2I détestent payer un salarié en intercontrat, ce qui est important parce que c'est des pertes sèches pour ces sociétés. Donc en réalité, dès qu'un salarié est en intercontrat, ou pour être plus précis, en intermission,
parce que c'est entre 2 missions. Dès une SS2 enfin, un salarié est en intermission et ben, en réalité, au bout d'1 semaine, 2 semaines, s'il y a pas de nouveaux clients et pas de nouvelles missions en vue, la société va tout faire pour se séparer du salarié. Elle va, par exemple, comme c'était le cas d'espèce, proposer des missions qui n'avaient aucun rapport avec le CV de mon client. Elle va, elle va aussi proposer des missions bah, très loin en France. Par exemple, le client a fait l'erreur de signer une clause de mobilité avec mobilité dans toute la France et donc elle va dire: «Bah, voilà, tu travailles à Paris, mais là, pour la mission, tu vas aller, 5 jours par semaine à, dans le sud de la France, pour telle mission» et en fait, elle va mettre le salarié en elle va essayer de le pousser à la faute, en réalité et en le poussant à la faute, comme le salarié ne connaît pas nécessairement ses droits et ne sait pas que, par exemple, une clause de mobilité, elle peut être appliquée, mais il ne faut pas qu'elle porte atteinte à la liberté à la vie privée et familiale. C'est-à-dire que si votre clause de mobilité, on vous l'impose, mais qu'elle porte atteinte à votre vie privée et familiale, par exemple, vous vivez en France, à Paris, toutes les écoles de vos enfants sont à Paris, vous venez de vous marier et cetera. Bah, on ne peut pas vous dire du jour au lendemain: «Bah, tu vas à Lyon ou tu vas dans le sud de la France», parce que, vous pouvez vous opposer à l'application de la clause de mobilité. Mais comme les salariés ne connaissent pas nécessairement leurs droits à ce sujet et ben, quand l'employeur va commencer à se rapprocher du salarié en lui disant: «Écoute, bah, là, tu as refusé telle mission, telle mission, telle mission, tu refuses d'appliquer ta clause de mobilité». Bah, maintenant c'est toi, tu choisis, hein, soit tu démissionnes, soit on te licencie. Bah, plusieurs salariés se font avoir et donc vont démissionner. D'accord, donc tu viens de nous expliquer en détail un peu toute la partie sur les clauses de mobilité. Je présume que ça s'applique spécifiquement à des gens qui doivent changer de mission régulièrement, comme en SS2I où on change de mission entre différents clients souvent et c'est un peu moins le cas peut-être pour les clauses de mobilité sur des gens qui, ont des missions, enfin qui sont en interne dans l'entreprise et qui se déplacent, techniquement moins souvent? En effet, ça s'applique souvent aux personnes dans les SS2I, mais ça s'applique dans tout corps de métier, hein. Il y a, dans tout corps de métier, tu peux avoir des contrats de travail avec des clauses de mobilité, et donc dans tout corps de métier, tu peux t'opposer à la clause de mobilité si elle porte une atteinte trop importante à ta vie privée et vie familiale. Très bien. J'ai dans mon entourage des gens qui, ont été licenciés en SS2I pour insuffisance professionnelle. De par ton expérience, est-ce que ça tient juridiquement généralement ou est-ce que le plus souvent c'est des cas montés? Comment ça se passe du côté, de l'employé de SS2I? Bah, en fait, tout dépend de comment tu justifies ton insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle, c'est le fait de montrer que, bah, le salarié n'a pas été bon dans les missions qu'il avait à réaliser. Donc comme la SS2I a une obligation d'avoir un contrôle de ses salariés et doit faire des entretiens tous les ans pour contrôler que ça se passe bien, qu'ils travaillent bien, qu'ils progressent et cetera. Et comme l'employeur a aussi une obligation de formation à l'égard de son salarié, si au bout d'une mission, 2 missions, 3 missions, les clients se plaignent que, la SS2I fait des remontées, fait des remontées au salarié et lui demande de progresser, lui demande de se former et cetera et que le salarié fait rien pour ça, bah, l'insuffisance professionnelle, elle tient. En fait, le droit du travail, c'est une question de preuve. À partir du moment où un employeur fait les choses bien, ce qui est rarement le cas dans mon métier, enfin c'est quand à partir du moment où l'employeur respecte ses obligations et fait les choses bien pour reprocher une insuffisance professionnelle, bah, le dossier ne sera pas contestable. Par contre, s'il y a la moindre brèche et s'il n'a pas respecté ses obligations, on pourra contester et aller devant le conseil de prud'homme. Alors maintenant, j'ai quelques questions un peu plus courtes, un peu ping-pong peut-être, quoique probablement pas la première, mais du côté du salarié, pour prévenir les risques, qu'est-ce qu'un salarié en intercontrat peut faire en amont pour éviter de se retrouver piégé? Quels documents par exemple ou preuves il peut conserver? Ce genre de choses.
Un salarié en intercontrat, ce qu'il doit faire, c'est, au moment de son intercontrat, retravailler son CV, montrer qu'il est proactif, si par exemple il y a un outil interne avec plusieurs missions de la société, essayer de dire aux personnes qui les orientent vers les missions, qu'il est intéressé par telle mission, par telle mission, par telle mission. En fait, à partir du moment où tu montres que tu es proactif, que ton CV est à jour et que, ton but c'est de ne pas rester en intercontrat, ad vitam aeternam, il y a pas de raison que tu sois licencié et que tu as un problème. Par contre, en effet, il faut garder toutes les preuves. Quand tu es proactif, tu gardes les preuves de ta proactivité. Tu gardes les preuves de tes mails où tu dis: «Voilà, je suis intéressé par telle mission». Tu gardes les preuves de tes mails où tu dis: «Voilà, mon CV, il est à jour. Ah tiens, regarde, depuis cette formation, j'ai ajouté telle compétence, donc vous pouvez me placer sur des missions, sur telle et telle mission». C'est ça qui est c'est vraiment une question de preuve et le droit, c'est une question de preuve. C'est-à-dire qu'un salarié, qui arrive au sein du cabinet et qui dit: j'ai été licencié, mais j'ai pas de preuves, j'ai rien gardé», ça va être beaucoup plus difficile de contester son licenciement. OK. Est-ce que tu considères qu'il y a non, à partir de quel moment est-ce que tu considères qu'il faudrait alerter un avocat ou un représentant du personnel? Et à partir de quel moment est-ce que tu considères que enfin, tu penses que c'est un peu trop tard et que tu risques de pas pouvoir, réunir les preuves pour faire face à ce licenciement? Non, mais c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Déjà, de un parce que tu sais que tu as le RGPD maintenant. Donc, un salarié qui est licencié, mais qui n'a pas réuni de preuves, il y a toujours moyen d'envoyer une lettre de mise en demeure, à la partie adverse, enfin, à son employeur, à son ex-employeur, pour lui dire: «Tu dois me fournir mes données personnelles, tu dois me fournir tous les mails que j'ai envoyés, tous les mails que j'ai reçus, tu dois me fournir tous les échanges WhatsApp, tu dois me fournir mes logs de connexion» et cetera. Et donc, c'est jamais mort. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on sent que l'employeur n'est pas très clean, dès qu'on sent que l'employeur a envie de se débarrasser du salarié, il faut commencer d'ores et déjà à réunir des preuves, à faire des captures d'écran, à imprimer les mails, à se protéger, à faire des écrits. Plus on a d'écrits, mieux c'est. Et maintenant, plus on sent que ça va vite se dégrader, plus vite faut voir un avocat en droit du travail pour que le salarié puisse être aidé à se protéger, à réunir les pièces intéressantes. Mais maintenant, c'est jamais, comme je te le dis, c'est jamais mort. Il y aura toujours moyen de trouver un biais pour récupérer des éléments, que ça soit par des attestations, que ça soit par le RGPD, et cetera. D'accord, j'avais une question. Je vais essayer d'y répondre moi-même parce que je crois que tu y as répondu déjà. Tu vas me dire si c'est vrai ou faux. J'avais une question qui consistait à te demander si tu avais un conseil unique à donner à un salarié en intercontrat, et je pense que d'après ce que tu as dit, c'est être proactif et conserver les preuves de sa proactivité. Exactement. Ok, alors maintenant j'ai d'autres questions sur les pièges fréquents en SS2I. Si on t'embauche à Paris, mais qu'on t'envoie à Toulouse pendant 8 mois, est-ce que c'est légal? Si tu as une clause de mobilité dans ton contrat de travail et que tu ne peux pas opposer, des contraintes vie privée, vie familiale, oui, c'est légal. D'accord. Est-ce qu'on peut t'imposer de passer d'un CDI à un statut de freelance ou de portage salarial? Et ben là, ça montre, enfin, clairement, pour moi, ça, c'est les preuves d'une fraude, c'est les preuves de travail dissimulé, de prêt de main-d'œuvre illicite. Si on fait ça, c'est que la société SS2I n'a pas réellement embauché le salarié et que, on pourrait, si par exemple on vous oblige à passer en en si on vous oblige à passer en auto-entrepreneur, via les contrats de prestation de services avec, le client qui était une SS2I, il y aura moyen de requalifier ce contrat de prestation de service en CDI. Donc, c'est faisable, hein, vous pouvez le faire, mais vous êtes, en réalité un peu dans un fauteuil parce que quand votre employeur va vous dire: «C'est fini le contrat de prestation de service», vous pourrez très bien dire: OK, c'est fini, mais en fait, je suis pas en contrat de prestation de service, je suis en CDI. Regardez, j'étais en CDI auparavant. Là, vous m'avez pris en contrat de prestation de service, je travaille exactement dans les mêmes conditions, sauf que maintenant, c'est des factures et c'est plus du salaire. Donc c'est ce qu'on appelle du travail dissimulé et donc, vous serez en position de force pour négocier un départ ou pour, gagner au prud'homme. Question suivante. On m'a demandé, simplement demandé, de démissionner pour ne pas être licencié. Est-ce que c'est une forme de pression illégale?
Ah oui, bien sûr, il faut avoir les preuves qu'on vous a demandé ça. Donc typiquement, si vous avez un entretien lors de votre période d'intercontrat et que votre employeur, vous dit: «Bah, c'est soit tu démissionnes, soit je te licencie et je risque de te licencier pour faute grave». Soit vous avez eu la veste d'esprit d'enregistrer cet entretien, mais dans ce cas-là, si vous pourrez produire cet enregistrement si vous n'avez pas d'autres moyens de preuve à votre disposition. Soit moi ce que je conseille quoi qu'il arrive aux salariés de faire, parce qu'un enregistrement illégal, ne peut ne pas être, reçu en justice. Ça peut être une preuve irrecevable et vous pouvez même être attaqué au pénal pour, atteinte à la vie privée de la personne qui a été enregistrée. Eh ben, je vous conseille au sortir de cet entretien, de faire un écrit et en disant dans cet écrit: «Voilà, j'étais à cet entretien telle date, tu me confirmes que tu m'as bien dit que, c'était soit je démissionnais, soit j'étais licencié pour faute grave. Je ne comprends pas les causes de ce licenciement pour faute grave. En effet, je suis en intercontrat, tu ne m'as pas donné telle mission, telle mission, telle mission. J'ai jamais fait de faute». Et vous l'envoyez par mail, comme ça et vous imprimez ce mail, comme ça vous êtes protégé. Merci, je n'ai plus de questions. Cet épisode vous a permis d'explorer les zones grises des intercontrats, ces moments où un salarié devient vulnérable, parfois sans le savoir. Alors, un grand merci à Marlon pour tes explications claires et tes conseils pratiques. C'était Marian pour le cabinet Howard. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez quelqu'un qui traverse cette situation, partagez cet épisode. Abonnez-vous et souvenez-vous, vous avez des droits même quand vous êtes entre deux missions. À très vite pour un nouvel épisode du cabinet Howard, la voix des salariés.